Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Osons les sujets. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la Banque des Territoires. Et comme chaque année, l'objectif reste le même, celui de parler vrai. C'est pourquoi les invités qui vont se succéder répondront à toutes nos questions sans détour. Et pour cette 5e édition, de quoi allons-nous parler ? Au sommaire, nous effectuerons un point sur la situation et surtout nous regarderons vers l'avenir. Et en primeur, nous évoquerons quelques éléments de la publication Perspective, une publication évidemment que vous attendez. Nous parlerons également innovation data et rénovation énergétique, des innovations qui ont été mises en place pour vous faciliter le quotidien, chers bailleurs. Et l'avenir se dessine aussi au travers de la décarbonation du parc de logements sociaux et de la seconde vie des bâtiments. Ce sera donc le thème de la 3e partie. Et puis enfin, nous nous pencherons sur la politique de la ville et le projet Quartier 2030. Voilà donc pour le programme de ces 60 prochaines minutes. Vous le savez, cette émission est aussi la vôtre. C'est pourquoi n'hésitez pas à poser vos questions en direct et nos invités y répondront évidemment en fin d'émission. Avant ça, on va accueillir nos premiers invités qui sont déjà en plateau. Costa Castrinidis, bonjour. Vous êtes le directeur des prêts de la Banque des Territoires. Avec vous, bien sûr, on va revenir sur l'actualité et surtout sur les actions mises en place. Avec nous également en plateau déjà, Gwenaël Fegar, vous êtes responsable des services des études à la direction des prêts. Et puis à vos côtés, Pierre Laurent, vous êtes le directeur du développement. On vous retrouvera dans quelques instants pour un point sur la situation. Avant ça, Costa Castrinidis, en ce mois de septembre, on est presque à la fin de l'année, c'est presque l'heure du bilan. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur cette année 2023, puis surtout qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir ? Bonjour Edwige. La période est difficile, il ne faut pas se le cacher. Le secteur HLM est confronté à un choc inflationniste depuis le début de l'année précédente et à un contexte macroéconomique qui évolue et qui va rendre l'acte d'investir plus adverse que par le passé. Mais c'est vrai également pour l'ensemble du monde du logement aujourd'hui qui est frappé par une double crise, une crise de l'offre et de la demande qui impacte la capacité à accéder à la propriété pour les ménages et qui impacte durement le monde de la promotion privée. Or, ces situations ne sont pas étanches les unes des autres et le modèle économique du monde HLM est de plus en plus perméable à ces situations. Cependant, les nouvelles ne sont pas que mauvaises. Je dirais qu'en cette rentrée, la situation pour le monde HLM est même plus favorable qu'elle ne l'était au premier semestre, grâce à la décision prise par le ministre de l'Économie et des Finances de maintenir le taux du livret A à 3% et de le faire jusqu'en janvier 2025. Cette décision prise sur recommandation du gouverneur de la Banque de France et pour laquelle nous avons aussi beaucoup œuvré est vraiment une excellente décision. Tout d'abord, elle vient mettre fin à la remontée des charges financières extrêmement rapides que le secteur HLM a connues depuis février 2022. Ensuite, elle offre aux bailleurs sociaux un accès à une ressource très compétitive et très liquide, tant et si bien qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux n'ont aucune difficulté de financement, ce qui n'est pas le cas de nombreux secteurs économiques. Et enfin, elle donne de la visibilité, et ça, dans un monde incertain, c'est extrêmement précieux. Alors cette bonne nouvelle ne doit pas rester la seule. Il est important qu'on continue à se mobiliser, que toutes les parties prenantes continuent à se mobiliser pour aider les bailleurs sociaux à atteindre les objectifs de politique publique particulièrement importants aujourd'hui, produire des logements sociaux et rénover le parc. Nous y travaillons activement. Depuis le début de l'année, nous avons mis en place des nouvelles solutions. Nous avons déployé un bouclier financier qui commence aujourd'hui à porter ses fruits et qui vient réduire le coût des financements dédiés à la construction. Et nous avons renforcé le haut de bilan des bailleurs avec une nouvelle enveloppe de titres participatifs. Mais nous continuons à travailler et nous avons, au cours de l'heure qui vient, l'occasion de vous présenter des nouvelles solutions, qu'elles soient financières ou qu'il s'agisse de nouveaux outils innovants. Oui, effectivement, on va revenir sur tout ça tout au long de l'émission. Costa Castrinidis, vous allez évidemment rester avec nous tout au long de l'émission. Ce sera l'occasion de revenir sur tous les points évoqués. Et justement, sans plus tarder, on débute avec la première séquence qui va nous permettre d'effectuer un point sur la situation et d'évoquer aussi les perspectives sur le secteur du logement social.
Et donc, avec nous pour en parler sur le plateau, Gwenaëlle Fégard, on va le rappeler, vous êtes responsable des services des études à la direction des prêts. Avec vous, on va parler perspectives macro et surtout comprendre d'où on vient et surtout où on va. Et puis donc avec vous, Pierre Laurent, on va le rappeler, vous êtes aussi le directeur du développement. Avec vous, on va découvrir si le secteur est vraiment solide, surtout, et surtout si production et rénovation peuvent se conjuguer. On verra ça dans quelques instants. On l'a dit donc avec vous, on va effectuer un point sur la situation. Une situation, vous le savez évidemment, très complexe, appuyée par une conjoncture économique difficile et une forte crise du logement. Alors justement, Gwenaëlle Fégard, avant d'aller plus loin, quel est le contexte et les perspectives macroéconomiques et surtout finalement quels sont vraiment les impacts sur le secteur ? Bonjour. Alors le contexte économique, il est marqué par le choc inflationniste qui était déjà là l'an passé mais qui perdure cette année et dont la durée reste incertaine, même si ces derniers mois on a vu quelques signes de désinflation. Alors cette hausse des prix, elle a des effets sur l'activité de nombreux secteurs, dont celui du logement. Il y a notamment la hausse des coûts de construction qui a même été supérieure à l'inflation. Et si on regarde les opérations financées par la Banque des Territoires, le prix de revient moyen pour la construction d'un logement social a augmenté de presque 7% en 2022. Dans le même temps, le coût d'une opération de réhabilitation a aussi augmenté. Et ces investissements, qu'il s'agisse de construction ou de rénovation, ils sont majoritairement financés par de la dette. Or, justement, la lutte contre l'inflation menée par les banques centrales a eu pour effet une hausse rapide des taux d'intérêt. Et ce, après une longue période de taux exceptionnellement bas. Autrement dit, les projets coûtent plus cher et leur financement aussi. Alors ça, c'est du côté des offres, mais du côté de la demande, ça donne quoi finalement ? Alors, côté demande, il y a également une incidence sur le marché immobilier, puisque le renchérissement du financement va réduire la capacité d'endettement des éventuels acquéreurs d'un logement. Donc forcément, ça restreint leur accès au crédit immobilier. Alors, les bailleurs sociaux sont probablement moins concernés par cet aspect que d'autres acteurs du logement, mais cela dit, à court terme, ça représente un risque pour leur activité de vente HLM aux particuliers. Alors, à plus long terme, même s'il y a des incertitudes, on l'a dit, sur la durée du choc et sur le rythme de la désinflation ensuite, à ce stade, le scénario central de la Caisse des dépôts table sur un retour progressif à la normale d'ici 2028. Mais cela dit, certains des phénomènes à l'œuvre dépassent le seul choc conjoncturel et à ce titre, on n'anticipe pas de retour au taux exceptionnellement bas qu'on a connu avant le choc. Alors Pierre Laurent, qu'en est-il de l'IRL, l'indice de référence des loyers ? L'an passé, vous attiriez l'attention sur l'importance de cet indice pour le secteur. Où en sommes-nous finalement un an plus tard ? Alors en effet, l'IRL, dont l'indice de révision des loyers, est sous l'effet d'un bouclier actuellement, un bouclier qui est protecteur pour les locataires. Comme il est protecteur pour les locataires, il vient en contre-pied venir pénaliser les recettes des bailleurs sociaux. Ce sera encore le cas le 1er janvier 2024. L'IRL sera à 3,5, alors qu'il aurait dû être sans le blocage à 6,1%. Donc l'écart est très significatif. Et il faudra attendre le 1er janvier 2025 pour que cette IRL retrouve le rythme en phase avec l'inflation. Et donc à cette date, il sera important que les bailleurs viennent appliquer l'intégralité de la hausse pour venir compenser le choc que Gwen a évoqué lié à l'inflation. Alors bonne nouvelle, en phase de désinflation, il y a un effet retard d'application de l'IRL qui sera favorable au secteur. Pour autant, ça vient finalement compenser le plafonnement des charges financières. Donc on l'a vu avec le blocage du livret A. Et donc cet effet sera favorable au secteur. Donc pour que tout cela fonctionne, il faut que deux conditions soient remplies. Donc on l'a dit, que les bailleurs viennent appliquer autant que possible cet indice de révision des loyers. Et on sait qu'il y a des freins liés au fait que les ménages sont limités en pouvoir d'achat et que ce n'est pas toujours facile d'augmenter les loyers. Par ailleurs, il y a aussi la réglementation sur les passoires thermiques qui vient aussi limiter les hausses de loyers. Et enfin, il faut qu'il n'y ait pas de nouvelle prolongation de ce bouclier. Effectivement. Alors, on a évoqué à l'instant le contexte macro, mais quand on parle de la situation des bailleurs sociaux, évidemment, on pense à l'étude Perspective, une étude qui sera publiée très prochainement. Alors, cette étude, vous le savez, est très attendue par les acteurs du logement social. On le rappelle, l'étude Perspective comprend d'abord un état des lieux du secteur du logement social, et puis on retrouve une partie prospective qui présente les trajectoires financières du secteur à très long terme. Alors, Gwenaëlle Fégard, on l'a dit, l'étude est sur le point d'être publiée. Allez, on
on est en direct, c'est l'émission Osons les sujets. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques éléments en primeur ? Oui, en effet, c'est tout frais, même pas encore sorti. Alors, on peut bien sûr dire quelques mots sur l'année 2021 qui, pour cette édition, constitue le point de départ de la projection financière de long terme. Et donc, en 2021, au niveau global, parce que c'est bien une étude, une analyse du secteur dans sa globalité, on fait l'analyse en fait d'un macro-organisme. Eh bien, on observe une légère baisse de l'autofinancement locatif due à un effet de rattrapage de certaines dépenses qui avaient pu être empêchées en 2020, qui était une année très atypique, l'année de la crise sanitaire avec des suspensions de chantier. Cela dit, l'autofinancement global, quant à lui, il est toujours dans sa trajectoire haussière, notamment porté par le dynamisme de la vente HLM aux particuliers, qui était encore très dynamique en 2021. Ainsi, au niveau global, la situation financière du macro-organisme fin 2021 est satisfaisante et le potentiel financier a même progressé. Alors Pierre Laurent, est-ce que ça veut dire que tout va bien pour le secteur ? Alors fin 2021, oui. Mais nous sommes en 2023 et 2021, c'est avant le choc inflationniste et avant la remontée des taux d'intérêt. Alors en 2023, nous savons déjà qu'un certain nombre de choses se sont grippées pour le secteur. Et je donnerai deux illustrations. La première, c'est l'équilibre des opérations, notamment des opérations neuves. Ces opérations, elles étaient déséquilibrées. Et avec le choc inflationniste, ce déséquilibre va s'aggraver. Autre illustration, l'autofinancement que l'on évoquait, il est composé pour moitié des ventes que les bailleurs sociaux faisaient aux ménages. Et avec les dégradations des conditions d'accès au crédit des ménages, on anticipe que ces cessions vont diminuer. Il va venir évidemment peser négativement sur l'autofinancement et donc diminuer les capacités d'investissement des bailleurs. Alors Gwenaëlle Fégard, concrètement, ça veut dire quoi ? Comment vous voyez l'avenir ? Oui, alors avant de donner quelques résultats, je vais juste préciser que ce qui sort de perspective, ce ne sont pas des prédictions, mais bien les résultats d'un modèle d'hypothèse. On ne peut pas toutes les détailler ici, mais pour aller vite, on a repris les éléments du cadrage macroéconomique du groupe Caisse des dépôts, donc les hypothèses d'inflation, de taux d'intérêt, et on a ajouté des hypothèses spécifiques au secteur du logement social. Et parmi les hypothèses structurantes retenues dans le scénario de cette année, il y a notamment la priorisation de la rénovation par rapport à la construction neuve. En fait, pour les raisons qu'on a données tout à l'heure, la hausse des prix de revient, les perspectives économiques peu favorables, on ne pouvait plus reporter les trajectoires qu'on avait présentées par le passé. Et donc, il fallait arbitrer pour garder un endettement soutenable sur toute la durée de la projection. Et compte tenu des obligations de rénovation du parc social induites par la loi climat et résilience et par ailleurs des ambitions de la SNBC, notre scénario 2023, relativement à celui de 2022, garde l'hypothèse d'un maintien de l'effort sur la réhabilitation et d'un ajustement à la baisse sur les constructions neuves. Alors, autre hypothèse, sur les cessions, en début de projection, on a légèrement abaissé le volume de cessions aux particuliers, mais ensuite on revient à la tendance actuelle. Et au final, les résultats qui sortent du modèle sont sensibles aux hypothèses que l'on retient. Alors vous parlez beaucoup d'hypothèses, mais qu'est-ce que ça donne comme résultat concrètement ? Oui, bien sûr. Alors sous ce corpus d'hypothèses, le secteur serait en mesure de mener des investissements en rénovation à un rythme supérieur à 100 000 logements rénovés par an jusqu'en 2030, avec même 125 000 logements en 2026 et en 2027. Et la situation du macro-organisme résisterait sur l'ensemble de la période, avec toutefois une fragilité à horizon 2050, et surtout au prix d'un repli de la construction neuve, surtout sur la partie long terme de la projection, où on serait à 66 000 logements par an. Et aussi à noter que cette trajectoire de rénovation, bien qu'ambitieuse, reste en deçà des chiffrages issus des dernières études sur l'atteinte des objectifs SNBC. Alors Pierre Laurent, cette baisse de la construction est-elle finalement inévitable ? Est-ce que ça veut dire que les bailleurs qui nous regardent vont-ils devoir renoncer à faire finalement plus de logements sociaux ? Alors comme vient de l'exposer Gwenaëlle, et c'est vraiment le résultat phare de l'étude, c'est qu'avec cet nouvel environnement macroéconomique, le secteur ne peut plus conjointement relever les enjeux liés à la SNBC en matière de rénovation et maintenir au même niveau que précédemment le rythme de construction neuve que l'on observait jusqu'à présent. Alors c'est une réalité financière, elle s'impose au secteur, voilà. Mais si l'on compare ces résultats aux projections précédentes du modèle, ce qu'il est important de souligner, ce qu'il faut savoir, c'est que ce renoncement ne sera pas immédiat en matière de logement neuf, mais pourrait atteindre de l'ordre de 25 000 unités dès 2028. En soulignant que cet arbitrage entre
renoncement à la construction neuve et rénovation. On l'a fait à l'échelle sectorielle et bien entendu, il appartiendra ensuite à chaque bailleur de faire ses propres arbitrages selon son plan de patrimoine. Alors concrètement, vraiment, est-ce que cette baisse de la construction est-elle inévitable ? Alors j'aurais envie de vous répondre que... La question est fermée. En matière de modélisation et de prévision, rien n'est inéluctable. Tout d'abord parce que notre modèle est un modèle d'hypothèse, comme l'a rappelé Gwenaëlle, et qu'en matière de prévision, il faut rester toujours prudent. On l'a vu dans la période récente, le contexte macroéconomique a été amené à évoluer très rapidement. Alors nous sortons de ce choc défavorable, mais on pourrait avoir dans le futur d'autres turbulences ou au contraire d'autres bonnes surprises, surtout sur un horizon de très long terme. De nouvelles recettes pour les bailleurs pourraient aussi intervenir dans le modèle. Je pense par exemple à la diversification de leurs activités ou encore au fait de refondre le modèle de loyer qui constitue la recette principale des bailleurs. Alors pas non plus inéluctable parce que notre analyse s'est placée à politique publique constante et connue sur toute la période de projection. Et par exemple, si l'on imaginait un soutien subventionnel tout particulièrement pour les opérations de rénovation thermique ambitieuses qui sont très déséquilibrées, on pourrait en faire plus, ce que nous souhaitons tous. Alors Costa Castagnetti, face à ce que nous venons d'entendre avec Gwenaëlle et Pierre, quelles sont finalement réellement les capacités du secteur et comment finalement concilier le vert et le social ? Alors, notre analyse est que le secteur, son modèle économique est résilient. Il a su traverser le choc de la régulation des années 2018-2019, la crise de la pandémie des années 2020 et 2021, et je suis certain qu'il traversera le choc inflationniste des années 22 et 23, et peut-être 24. Néanmoins, c'est un modèle qui doit continuer à s'adapter pour répondre aux enjeux de politique publique. Et vous l'avez dit, ces enjeux aujourd'hui sont de résoudre une équation extrêmement difficile, si elle n'est pas impossible, c'est de conjuguer le vert et le social. Ce que notre étude montre cette année, de manière extrêmement claire, c'est que le secteur n'est plus en capacité, ne peut pas soutenir des investissements qui lui permettraient de produire plus de logements et de rénover plus. Mais ce n'est pas inéluctable, comme vous l'avez dit. C'est en revanche un constat dont on ne peut pas se satisfaire. Particulièrement à la Banque des Territoires, nous avons dans notre nouveau plan stratégique retenu deux axes majeurs, la cohésion sociale et la transformation écologique, avec une conviction très forte, c'est qu'on ne peut pas réussir la transformation écologique sans préserver un modèle social fort. Et comme on ne peut pas s'en satisfaire, il faut trouver des marges d'assouplissement en bordure du modèle qui vont permettre aux bailleurs de retrouver des recettes et de pouvoir reconstituer leurs fonds propres. Alors, on en a cité quelques-unes, les loyers, plus de souplesse sur les loyers, la possibilité de se diversifier, le développement du logement intermédiaire que nous soutenons aujourd'hui particulièrement avec des financements attractifs positionnés sur le bilan du fonds d'épargne et des soutiens publics ciblés sur les politiques publiques qui sont les plus coûteuses pour les bailleurs et qui nous semblent absolument nécessaires. Nous devons, de notre côté, Banque des Territoires, continuer également à soutenir le secteur. Nous avons connu un bon succès dans la distribution de notre enveloppe de titres participatifs sur le haut de bilan des bailleurs et nous sommes en train de réfléchir à un élargissement de cette enveloppe pour mettre justement à disposition des bailleurs du haut de bilan des moyens supplémentaires pour pouvoir conjuguer le vert et le social. Merci beaucoup, Costa. Merci aussi à vous pour vos réponses très concrètes. On l'a dit, c'est sans détour dans cette émission. Et on va maintenant passer à la deuxième séquence consacrée à l'innovation data et la rénovation énergétique. Et pour cela, trois autres invités vont nous rejoindre. On vient donc d'effectuer un point sur l'état du secteur HLM en découvrant notamment avec nos invités ses perspectives dans le cadre macroéconomique. Et bien dans cette deuxième partie d'émission, on va se pencher sur le rôle de la data. Et vous allez l'entendre, cette data est essentielle pour doper l'action du secteur, notamment en matière de production et de rénovation. Et pour en parler, donc trois invités nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour messieurs. Hakim Lalou, vous êtes le directeur innovation et stratégie groupe HLM de la direction des prêts
prêts de la Banque des Territoires. Avec vous, on va parler largement de cet outil Priorino logement social dans un instant. Nicolas Prudhomme, vous êtes le directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'Union sociale pour l'habitat. Et à vos côtés, avec nous également, Laurent Bresson, vous êtes sous-directeur des politiques de l'habitat au ministère de la Transition écologique et cohésion des territoires. On viendra vers vous dans quelques instants. Avant de vous donner la parole, en effet, messieurs, Costa, quel rôle va jouer finalement la data pour soutenir ses ambitions ? Alors, la data science va jouer un rôle essentiel. C'est une analyse que nous faisons à la fois en tant que financeur, mais également en tant que partenaire du monde HLM. Aujourd'hui, le secteur manie des quantités colossales de données quotidiennement. Et ces données, leur potentiel est probablement sous-exploité, alors qu'il pourrait répondre à deux grands enjeux. Le premier, c'est des gains de performance très concrètement dans les équipes des bailleurs, mais également chez nous et au sein de toutes les structures protagonistes du secteur, et une capacité à accélérer les prises de décision, à aider la prise de décision des dirigeants, notamment des décisions d'investissement, en exploitant cette data et en gagnant du temps. C'est un sujet extrêmement écosystémique parce que la data, pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle soit croisée avec des partenaires. Et je tiens à saluer la présence sur le plateau du ministère du Logement et de l'Union sociale pour l'habitat, avec qui nous avons beaucoup travaillé ces sujets et nous allons continuer à le faire au cours des prochains mois. Effectivement, on l'entendra tout au long des reportages et de vos interventions. C'est un vrai partenariat. Alors, on vient d'entendre avec vous, Costa, sur le lancement de Priorino logement social. Hakim, avant toute chose, finalement, en quoi consiste ce dispositif, ce véritable outil Absolument. Écoutez, Edwige, Priorino logement social, finalement, c'est un dispositif dont l'objectif, c'est de doper l'élaboration de la stratégie de rénovation du parc HLM et son accélération grâce à la data. Dans cet objectif, Priorino logement social va fournir une vision stratégique et opérationnelle sur le parc, ses niveaux de consommation, ainsi que sur un ensemble d'autres dimensions qui vont venir alimenter la réduction de son empreinte énergétique, mais également l'objectif de décarbonation. Alors du coup, comment ça marche ? Eh bien, concrètement, Priorino, c'est un dispositif qui va venir croiser pour chaque bailleur les données sur son parc, sur ses données de consommation en open data, mais nous irons au-delà, puisque justement nous irons chercher les données de consommation réelles qui ne sont pas couvertes par cette open data pour élargir la vision de parc. Et cela, comment c'est possible ? Eh bien parce que Priorino, ça va être déployé sur la plateforme bancaire de la Banque des Territoires, ce qui garantit l'accès et la protection de ces données et également la pérennité de ce dispositif. Alors on en parlait déjà il y a un an, Priorino logement social, ça va être assis sur le socle technologique de Priorino bâtiments publics. Ça a été déployé il y a 18 mois, il y a d'ores et déjà 25 000 bâtiments publics qui en bénéficient. Puis bien évidemment, ça va bénéficier d'un ensemble d'autres innovations issues de la co-construction avec le secteur. Et donc on sera heureux de se retrouver avec l'ensemble des partenaires dans 2 semaines au congrès HLM avec le ministre du Logement pour lancer ce dispositif dans le cadre d'une convention de partenariat et de développement sur 3 ans, avec l'objectif de faire de ce dispositif un dispositif d'intérêt général 100% gratuit pour tous les bailleurs sociaux, grâce à ce partenariat fort entre la Banque des Territoires, l'État, l'Union sociale pour l'habitat, Enedis et GRDF. Alors avant effectivement ce lancement officiel, eh bien, on va rester encore quelques instants sur ces innovations et surtout sur cet outil. Et on va entendre la présidente justement de l'USH, Emmanuelle Cos. Elle nous explique finalement pourquoi ces innovations sont essentielles pour le secteur HLM et pourquoi l'USH est partenaire de ce dispositif. Regardez. Aujourd'hui, il est très important pour les bailleurs sociaux de comprendre comment vivent leurs bâtiments et donc de maîtriser la data qui est liée, notamment celle sur la consommation énergétique, mais aussi celle de l'eau. C'est ce qui va permettre aux bailleurs de pouvoir suivre la vie de ces bâtiments, de pouvoir accompagner leurs locataires s'il y a des besoins de réhabilitation ou de travail sur l'efficacité énergétique. Mais au-delà de ça, c'est en fait retrouver toute l'information sur ces bâtiments. Un des enjeux, notamment dans la transformation écologique en cours aujourd'hui, c'est de maîtriser cette data, c'est de la voir continuellement et d'avoir les outils qui nous permettent de la comprendre et d'agir à partir de là. L'outil Priorino logement social est un nouvel outil qui est très important pour nous et pour les bailleurs sociaux, car il va nous permettre d'avoir en direct, en flux, tout le temps,
la data actualisée de nos bâtiments et de leur consommation. C'est-à-dire qu'enfin, nous allons pouvoir connaître les consommations réelles de nos bâtiments et non pas des consommations théoriques. À partir de ces données-là, ça va nous permettre de construire des plans de stratégiques et patrimoniales et surtout de prendre des bonnes décisions. C'est extrêmement important parce que depuis plusieurs années, le diagnostic de performance énergétique que nous utilisons est construit sur des données théoriques et ça ne nous permet pas de décider totalement des actes à mener sur ces bâtiments. Avec PrioRéno, c'est une donnée qu'on va avoir en manière accessible sur la durée. C'est une donnée gratuite et qui va nous permettre d'actualiser l'ensemble de nos plans stratégiques patrimoniaux. PrioRéno, c'est un nouvel outil majeur pour les bailleurs sociaux car il va nous permettre d'accélérer la décarbonation du parc résidentiel. Et donc, ce partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations était pour nous essentiel. L'USH s'est donc engagé à côté de la Caisse des dépôts pour lancer cet outil, le valoriser, proposer aux bailleurs son utilisation et évidemment demain le déployer sur d'autres applications qui seront essentielles dans le secteur social. Puis au-delà de ça, je voudrais quand même le dire, avec la Caisse des dépôts, on a une vision commune sur les enjeux environnementaux. Nous avons développé des prêts différents, nous avons une approche sur la biodiversité, nous réfléchissons ensemble sur les enjeux des énergies renouvelables. Et il est très important que nous puissions continuer ce partenariat qui est utile pour les bailleurs sociaux et évidemment pour le locataire HLM. Hakim, on vient bien sûr d'entendre la vision d'Emmanuel Cos sur ce dispositif, mais finalement, quelles en sont les principales fonctionnalités ? Mais écoutez, peut-être pour faire synthétique, PrioRéno, ça va s'articuler autour de 3 axes qui sont issus de la co-construction avec le secteur HLM, co-construction d'ailleurs que nous avons coportée avec l'USH. Ce dispositif, en premier lieu, permettra de dresser un diagnostic sur le parc de chaque bailleur, site par site. Et donc, sans qu'il ait à introduire ses propres données, eh bien, on croisera les données sur son parc, les données de consommation énergétique à l'adresse qui sont en open data, mais ça ne couvre que 60 à 70% du patrimoine. Et donc, nous irons bien au-delà, puisque grâce à des algorithmes que nous avons co-construits avec nos partenaires Enedis et GRDF, eh bien, nous irons chercher l'essentiel des données de consommation non couvertes par l'open data pour apporter une vision beaucoup plus concrète et une telle approche automatisée sur l'ensemble du patrimoine HLM, pour le coup, c'est une première. Au-delà, PrioRéno, ça va permettre de construire différents scénarios de priorisation de rénovation de parc avec un ensemble de données sur la base d'approches multicritères, à la main bien évidemment des bailleurs sociaux. Et parmi ces données très larges à la disposition, typiquement, l'USH parlait de l'objectif de décarbonation, typiquement on mettra à disposition gratuitement pour l'intégralité des bâtiments du parc HLM, le potentiel d'installation photovoltaïque. Et puis en dernier lieu, PrioRéno Logement Social, ça va permettre d'alimenter le pilotage de patrimoine. Cette fois-ci, en donnant accès de manière automatisée sur autorisation et en flux aux données de consommation sur les contrats spécifiquement payés par les bailleurs sociaux. Et ça, dans le contexte actuel, pour le coup, c'est essentiel. Et ça sera permis grâce aux API qui ont été mises à disposition par les partenaires Enedis et GRDF. Et c'est notamment grâce à ces données qu'en 2024, on vise l'objectif de déploiement d'un service, d'évaluation d'impact réel des rénovations qui ont été entreprises. Et donc, PrioRéno Logement Social, c'est également ça, c'est le passage d'une vision énergétique un peu théorique au réel. Alors, beaucoup d'éléments ont été donnés sur cet outil. On va revenir en images sur les possibles, finalement, du dispositif. Regardez, résumé. Alors que 32% de la consommation énergétique finale de la France est liée au logement, l'accélération de la rénovation du parc existant est une nécessité. Avec 5 millions de logements, les HLM doivent doper leur rénovation thermique. Le secteur HLM et la data joueront un rôle central pour l'atteinte des objectifs du pays. Afin de simplifier et accélérer l'identification des immeubles à rénover en priorité, l'État, la Banque des Territoires, l'USH, Enedis et GRDF déploient PrioRéno Logement Social. Ce dispositif numérique d'intérêt général sera 100% gratuit pour tous les bailleurs sociaux et permettra d'optimiser la stratégie de rénovation des bailleurs. Déployé sur la plateforme Banque des Territoires,
Et assis sur 2000 gigas de données, PrioRéno fournit clé en main, sans que vous n'ayez à renseigner de données, un diagnostic de premier niveau sur votre parc, site par site, vision sur le parc, immeuble par immeuble, avec les niveaux de consommation énergétique réels en électricité et gaz. PrioRéno vous offrira également une vision complémentaire unique. Il garantit la sécurité de vos données et l'interconnexion avec vos financements. Alors que l'open data au bâtiment ne couvre que 70% du parc, compte tenu du secret statistique, PrioRéno Logement Social permet la récupération de l'essentiel des consommations restantes grâce à des algorithmes très innovants optimisés avec les partenaires. Mais il ira beaucoup plus loin. Grâce aux API des partenaires Enedis et GRDF, vous récupérez automatiquement en flux le suivi des consommations sur vos contrats pour ces mêmes bâtiments. Vous bénéficierez de nombreuses données de valeur complémentaires pour votre stratégie. Différents scénarios paramétrables et des données seront à votre disposition pour le volet priorisation. Vos étiquettes DPE réel en énergie et GES nouvelle génération, et pour votre stratégie de décarbonation du parc, potentiel d'installation photovoltaïque pour chaque bien, part verte du gaz consommé, proximité au réseau de chaleur raccordable. Pour identifier les gisements de rénovation optimaux, coûts indicatifs de rénovation et potentiel d'économie d'énergie et économie GES. Des éléments essentiels à la construction de réduction d'empreinte énergétique et carbone sont alors à votre portée de main. Vous voulez bénéficier de PrioRéno Logement Social? Rendez-vous sur banquedesterritoires.fr/habitat-social pour en savoir plus. Voilà donc pour le résumé. On va se tourner à présent vers vous. Nicolas Prudhomme, on le rappelle, vous êtes le directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'Union sociale pour l'habitat, justement. Et on a entendu donc tout à l'heure votre présidente et la volonté d'être un véritable partenaire. Mais quels sont finalement les principaux apports de l'USH ? Bonjour Edwige. Alors, les apports, ils sont assez simples. Nous sommes une confédération, on représente à peu près 5 millions de logements en France. Et donc 5 millions de logements, ça fait 15% du parc national. C'est absolument colossal. Et on a une originalité, c'est la détention long terme. Nous sommes dans l'exploitation. Nous avons un service qui est rendu à l'usager, qui reste à très long terme. Et prenons un exemple, un plan de financement sur du logement social aujourd'hui pour un logement neuf, c'est environ 40 ans. Donc cette vision très long terme, elle existe quasiment nulle part. Et puis, on peut par exemple donner un exemple. On a une fédération dans notre mouvement qui va peut-être fêter son centenaire bientôt. Voilà, donc ça donne une idée de cette vision très long terme qu'on a sur le parc et donc du savoir-faire qu'on a acquis dans cette maintenance, dans cet entretien, cette exploitation long terme. Et c'est ça qu'on a partagé dans un premier temps avec la Banque des Territoires dans cet outil. Donc c'est surtout à travers des groupes de travail montés de façon opérationnelle avec nos adhérents bailleurs sociaux qu'on a pu partager ce savoir-faire et exprimer de façon assez pointue les fonctionnalités qu'on pouvait imaginer. Alors, ça ne s'arrête pas là, bien entendu. On a aussi un objectif de politique publique. Vous savez qu'on a un certain nombre d'engagements, de réglementations, de législations qui s'appliquent aussi bien au parc général qu'au parc social. Et nous avons essayé de retranscrire à travers nos demandes, finalement, ces besoins. Alors, vous avez, par exemple, un engagement européen, Fit for 55. C'est la réduction de 50% de la production de carbone de la France vis-à-vis de l'Union européenne d'ici 2030. Donc, premier engagement qui, bien sûr, impacte le logement social très fortement. Nous avons, nous, un engagement encore plus fort, 61% de réduction à exécuter. Nous avons ensuite la sortie de l'indécence, donc les étiquettes E, F, G, ces passoires énergétiques que nous devons éradiquer d'ici 2034. Et puis, nous avons, bien sûr, ce très long terme, la stratégie nationale bas carbone, l'atteinte, en fait, de la neutralité carbone à horizon 2050. Et puis, notre dernière participation, alors là, elle est on peut dire symbolique, mais à l'ordre de 10% en fait du montant du projet, puisque nous apportons sur une convention triennale à peu près 300 000 € pour financer ce projet, cofinancer ce projet avec la Banque des Territoires. Ça compte et on comprend effectivement que le partenariat est très large. Mais alors concrètement, que va apporter finalement cet outil, PrioRéno Logement Social, de nouveau pour vous ? Alors, ce que ça apporte de nouveau, c'est que c'est un outil qui, pour une fois, est purement opérationnel. On sort du conventionnel, donc on a un outil qui permet d'aller, comme on l'a pu le voir dans le reportage précédent, vers la réalité des consommations, vers la réalité de la production de gaz à effet de serre. Par un croisement assez simple, puisque d'un côté, on va avoir la consommation réelle et de l'autre, les sources d'énergie. On peut accéder comme ça à ce qui est au plus proche, les émissions de gaz à effet de serre réelles de nos bâtiments.
Quand je dis réel, c'est parce qu'aujourd'hui, de façon conventionnelle, par exemple, on peut avoir des vecteurs énergétiques qui ne sont mal valorisés. Prenons l'exemple du biogaz. Le biogaz aujourd'hui est compté comme du gaz fossile, et donc quand vous prenez des outils conventionnels de calcul, vous avez une non-incitation finalement à faire évoluer vos vecteurs. Et donc là, on va avoir quelque chose qui représente beaucoup plus la réalité. Cet outil, c'est aussi un outil de responsabilisation, puisqu'on va pouvoir suivre ces évolutions, regarder d'un côté les impacts de nos travaux, mais aussi en poussant un peu l'exercice, essayer de voir la différence entre ce qui relève des travaux, ce qui va relever de la maintenance et de l'exploitation. Aujourd'hui, on pratique beaucoup des contrats de performance énergétique, donc on va pouvoir essayer de discriminer pour voir quel est l'effet des deux. Et puis, bien entendu, l'accompagnement des locataires par des programmes finalement de pédagogique, de réduction d'énergie. Alors, l'outil, il est là pour nous permettre de suivre tout ça, de suivre nos politiques, de regarder le coût peut-être aussi de la tonne de CO2 évitée, parce qu'il y a aussi quand même des investissements très lourds qui sont faits, de pouvoir piloter au mieux, et comme je dis, de pouvoir piloter de façon opérationnelle. Dans le conventionnel, prenons un exemple, l'outil, le diagnostic de performance énergétique serait un mauvais outil de suivi, de pilotage de la décarbonation du parc social. On est sur un outil conventionnel, il fait un calcul approximatif basé sur des éléments alors qui sont très bien pour un particulier, pour donner une idée de la qualité intrinsèque d'un bâti, mais en revanche, ce n'est pas un outil qui amène une métrique en fait sur le bâti. Donc là, on a un outil avec PrioRéno qui va permettre de travailler de cette façon-là en étant au plus proche de la réalité. Et puis enfin, ce qui peut être intéressant, c'est le déploiement, la transformation du parc sur le plan des énergies, puisque nous avons, comme l'a évoqué Hakim tout à l'heure, alors les potentiels par exemple de photovoltaïque, la présence de chauffage urbain, etc. Donc il va permettre de planifier finalement une transition vers de nouveaux vecteurs, et puis ouvrir une porte peut-être vers l'interconsommation, puisque finalement il y a aussi ce parc public des collectivités qui est présent dans la base de données, qui calcule aussi des potentiels photovoltaïques, et peut-être peut-on imaginer un jour d'avoir des écoles qui sont alimentées en semaine par finalement nos logements qui ne sont pas occupés par des panneaux photovoltaïques, et puis en contrepartie d'avoir le week-end, lorsque les écoles sont vides, cette même énergie qui revient effectivement dans nos logements. Voilà, donc c'est un vœu à la fois de suivi opérationnel, de performance, et puis de vraie transition, c'est-à-dire pas de rupture, mais de transition pilotée et intelligente de la décarbonation et des vecteurs énergétiques. Alors on l'a compris, effectivement, cet outil va devenir un vrai partenaire et un outil très précis. Mais maintenant, Hakim, quelles sont finalement les prochaines étapes ? Maintenant qu'on a parlé, quand est-ce qu'on agit ? Écoutez, Edwige, le cap est clair. On se retrouve, l'ensemble des partenaires se retrouvent dans 2 semaines au congrès HLM pour lancer ce partenariat autour de ce dispositif avec l'ambition d'en faire la plateforme de référence en matière de rénovation du parc HLM. Dans la foulée, on ouvre en préfiguration les résultats de PrioRéno Logement Social à un ensemble de bailleurs et de groupes HLM partenaires qui d'ores et déjà représentent 1 million de logements. Et puis, début 2024, on ouvre à l'ensemble du secteur HLM ce dispositif en fonction de l'heure d'arrivée et toujours avec une approche agile, donc avec des nouvelles fonctionnalités qui apparaîtront tous les 2 mois. Et donc peut-être en synthèse, on le voit, l'objectif il est clair, c'est d'aller vite sur ce volet technologique, mais également en termes de financement adapté pour accompagner le rôle central que joue et que jouera le secteur HLM dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone du pays. Alors nous venons bien sûr d'évoquer les perspectives de la data au service de la rénovation dans le parc HLM, mais finalement l'État a-t-il des annonces à faire ? Eh bien justement, Laurent Bresson, vous êtes avec nous, on va le rappeler, vous êtes le sous-directeur des politiques de l'habitat au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. L'État, en effet, a-t-il des annonces à faire en matière de data au service du volet de la construction des logements sociaux ? Dites-nous. Bonjour Edwige. Une orientation forte que nous portons, c'est un meilleur partage de la data pour simplifier la construction des logements sociaux. Et c'est le sens du projet SIAP, du système d'information des aides à la pierre, que l'on déploie depuis maintenant 5 mois, et avec déjà à ce jour plus de 5000 utilisateurs parmi les bailleurs sociaux, les services de l'État, les collectivités locales. Et finalement, ce SIAP, si je devais le résumer, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme unique, commune à tous ces acteurs que je viens de citer, pour gérer ce que j'appellerais la ligne de vie numérique du logement social, de sa conception, sa construction, sa livraison, sa mise en service, voire même sa rénovation dès lors que cette rénovation fait l'objet d'une aide publique, comme c'est le cas actuellement. Et le point fort de cette nouvelle plateforme SIAP, c'est sa capacité d'interconnexion, qui va nous permettre, à très brève échéance, de proposer aux bailleurs sociaux un vrai principe de « dites-le nous une fois » avec la Banque des territoires. Mais alors concrètement, ça va apporter quoi au secteur ?
Alors en pratique, dès ça. 2024, le SIAP sera en capacité d'échanger directement des informations avec les systèmes d'information de la Banque des Territoires grâce à ce qu'on appelle son APIsation. Et concrètement, les informations déjà fournies par les bailleurs sociaux dans le SIAP n'auront plus à être apportées à la Banque des Territoires lors de la demande de prêt formulée par le bailleur, puisque finalement, la Banque des Territoires va pouvoir automatiquement venir se servir en information dans le SIAP. On voit là que c'est quand même une vraie simplification au service de la production du logement social et que cette simplification, finalement, en appellera d'autres innovations parce que cette APIsation du SIAP, on le voit potentiellement, elle ouvre à terme des possibilités d'interconnexion quasi illimitées avec tout l'écosystème du logement social. Le champ des possibles est ouvert. En matière de prêt, puisqu'on parlait effectivement des bailleurs qui nous regardent aujourd'hui, en matière de prêt, Hakim, ça changerait quoi concrètement pour les bailleurs justement ? Écoutez, Edwige, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler en très mauvais français, je m'en excuse par avance, un vrai game changer pour le coup. Très mauvais français. On accorde chaque année 21 000 prêts au logement social, donc dans le cadre d'une activité industrielle. Et donc cette innovation, ce premier vrai, dites-le nous une fois, à l'échelle du secteur HLM, pour ce qui concerne les financements, c'est la capacité à pré-remplir automatiquement près de 60% de la demande de prêt avec les données et les pièces réglementaires que l'on recevrait automatiquement, ce qui libère près de 30 minutes d'instruction et viendra renforcer à l'horizon qui était évoqué, donc congrès HLM fin 2024, les gains importants en performance opérationnelle que permettra la nouvelle demande de prêt que nous venons dernièrement de déployer sur la plateforme Banque des Territoires. Et puis, vous savez quoi, au-delà de cette dimension performance opérationnelle, elle est essentielle, mais on a cette conviction que cela va également avoir un vrai impact sur la vision stratégique pour le secteur HLM, typiquement en alimentant en flux des dispositifs comme Radar OLS, qui apportent une vision qui est essentielle pour le pilotage stratégique, a fortiori dans le contexte actuel. Et puis peut-être, pour conclure par une ouverture, on est sur la fin, simplement vous dire qu'on a la conviction que ça pourrait également alimenter des transformations profondes, sur d'ailleurs lesquelles on travaille depuis 6 mois, par exemple avec les modèles larges de langage, comme ChatGPT, mais attention sur des modèles totalement ouverts et bien évidemment spécifiquement adaptés et fine-tunés pour le secteur HLM, et avec cette ambition de disposer d'un socle technologique et d'avoir identifié un service d'intérêt pour les HLM en 2024. Eh bien, on l'aura compris, finalement, l'avenir se fera avec la data. Merci à vous trois pour vos réponses très concrètes. Chers internautes, n'oubliez pas, c'est aussi votre émission. Alors, on pose des questions et bien sûr, nos invités y répondront en fin d'émission. Merci à vous trois et nous, on passe à la séquence 3. Et nous voici dans la 3e séquence de cette émission. Osons les sujets. Depuis le début, nos invités se succèdent, vous l'avez vu, pour nous faire un point sur la situation, mais aussi et surtout pour nous présenter les actions déjà mises en place. Et justement, puisqu'on parle d'actions, on va se pencher sur la décarbonation du parc logement social. Et pour en parler, 2 invités nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour à vous deux. Bérénice Boukoula, vous êtes responsable du service logement social et réaménagement. Avec vous, dans quelques instants, on va revenir sur la seconde vie. Et on va découvrir que des actions très concrètes existent déjà, en effet. Et puis avec nous également, Gilles Vauquelin, vous êtes le directeur de la transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires. Avec vous, on va évoquer les réseaux de chaleur et l'étude menée par la Fédération des offices publics de l'habitat. Alors, une étude de la Fédération qui va être publiée dans quelques jours. Et encore une fois, nous, en avant-première, on va vous délivrer quelques informations. C'est une étude qui a donc été cofinancée par la Banque des Territoires. Pourquoi finalement ce cofinancement ? Alors bonjour Edwige, on l'a cofinancé parce que d'abord elle a des objectifs qui rejoignent nos propres objectifs, notamment l'idée d'accélérer la décarbonation des logements, et des logements sociaux en particulier. On en a parlé tout à l'heure dans les séquences précédentes. Et puis il y a aussi une dimension évidemment sociale dans cette étude, c'est-à-dire on se rappelle tous qu'en 2022, avec notamment la crise ukrainienne, il y a eu des gros écarts sur les marchés de l'énergie, avec des augmentations de charges
très importante pour les bailleurs sociaux. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir donner un peu plus de stabilité et de visibilité future sur les charges des bailleurs, et donc de pouvoir regarder ensemble comment on pouvait, à travers cette étude, et notamment en regardant la façon dont on pouvait raccorder les logements sociaux au réseau de chaleur, voir comment on pouvait atteindre ces deux objectifs. Et donc on l'a fait en partenariat avec la Fédération des OPH, et notamment je donne un petit salut amical à Laurent Goyard et son équipe avec qui on a travaillé main dans la main. Et on le voit depuis le début de l'émission, finalement, la Banque des Territoires, c'est toujours main dans la main qu'elle avance. Alors concrètement, quel est l'objectif de cette étude ? Alors l'étude, je viens de le dire, c'est vraiment de mesurer le potentiel de raccordement des logements sociaux qui sont actuellement sur le territoire au réseau de chaleur. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 900 réseaux de chaleur, que 82% d'entre eux sont déjà à plus de 50% d'énergie renouvelable. Donc, en se connectant à des réseaux de chaleur, on décarbone en fait les logements sociaux par définition. Donc, évidemment, c'est une voie très importante, sauf que on n'avait aucune donnée disponible sur le sujet. Personne ne savait exactement quel était le potentiel. Ouais. On sait maintenant avec précision avec l'étude combien sont déjà raccordés. Il faut savoir qu'à peu près 1/5 des consommations des logements sociaux publics sont fournis par des réseaux de chaleur. Et donc ça correspond à peu près à 17% du parc du logement social, 850 000 logements. Mais c'est simplement la situation actuelle. On n'avait pas forcément de chiffres sur quel est le potentiel de raccordement. Or, c'est très important parce qu'une fois qu'on le sait, on peut effectivement, quand on est un bailleur social, aller voir son élu et dire, bon ben voilà, moi je voudrais me raccorder, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire une extension du réseau ? Ou alors, s'il n'y a pas de réseau, même, est-ce qu'on pourrait imaginer, puisque j'ai un gros potentiel de raccordement, imaginer de faire un réseau, et je pense particulièrement aux villes moyennes par exemple. Donc ça c'est vraiment un élément important. Donc on veut aussi donner à travers cette étude des éléments méthodologiques au fait, aux bailleurs sociaux, pour leur donner des données individuelles. Donc c'est le cas aussi, c'est un des objectifs de cette étude. Et ça permet donc aux bailleurs ensuite de pouvoir se projeter très concrètement par rapport à leur parc. Et justement, alors on ne va pas tout dévoiler, mais quels sont les principaux résultats de l'étude ? Alors je ne vais pas en dire trop, effectivement, puisqu'on va en parler au congrès très prochainement. Mais là, gros, on est dans l'émission, alors c'est l'occasion. Je vais donner des proportions, Bien sûr. grosso modo. On a fait un travail en segmentant un peu les logements sociaux en fonction de leur distance au réseau existant, en fonction de la façon dont ils étaient chauffés ou pas préalablement. Est-ce que c'est du collectif ? Est-ce que c'est de l'individuel ? Est-ce que ce sont des petits bâtiments, des grands bâtiments ? Voilà. Donc on a fait une segmentation. Et ce qu'on voit, grosso modo, c'est qu'on a un potentiel de raccordement de presque 20% qui sont dans des conditions très favorables, en fait. Voilà. Donc on pourrait imaginer que sans trop d'efforts, à peu près 20% du parc qui aujourd'hui n'est pas connecté pourrait se connecter au réseau de chaleur. Et si on allait un peu plus loin dans les critères, dans des conditions un peu moins favorables, on pourrait même, grosso modo, arriver à encore 200... Alors, 20%, c'est à peu près 150 000 logements, pour donner à peu près l'échelle. On pourrait en avoir 265 000 de plus, le cas échéant, si on avait des critères un peu moins favorables. Donc, grosso modo, un potentiel maximal de 400 000 logements. Alors, on va revenir sur ce terme, le fait de décarboner. Pourquoi est-ce si important, finalement, de décarboner les logements sociaux ? Alors, il faut rappeler quand même que le logement en France, c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même une masse assez importante. Alors, évidemment, sujet, les logements sociaux ne sont qu'une minorité du volume des logements, mais néanmoins, ça y contribue. Donc, c'est quand même le deuxième poste, le logement, après les transports en matière d'émissions de gaz à effet de serre en France. Bon, il faut savoir aussi qu'on a maintenant aussi une planification écologique qui est portée par l'État, qui donne des objectifs maintenant par secteur de décarbonation d'ici 2030, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc il y a un élément d'étape très important en 2030, qui est lié aussi à l'Europe. L'Europe a mis en place une stratégie de réduction des gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Donc il faut décliner tout ça par secteur, y compris sur le logement, y compris sur le logement social. Donc ça veut dire qu'il va falloir effectivement augmenter le volume de logements qui sont décarbonés chaque année. Alors on a l'habitude, notamment à la Banque des Territoires, de financer les éco-prêts, avec les éco-prêts, la rénovation énergétique de ces bâtiments. Mais là, en l'occurrence, dans la stratégie de l'État, il y a un élément nouveau, c'est le fait qu'on va jouer pour la décarbonation, à la fois sur la rénovation, donc on touche aux bâtis existants, mais on travaille aussi sur la décarbonation des chaudières et des moyens de chauffage, en fait, ou même de chauffage d'eau chaude sanitaire, par exemple, pour les logements. Donc l'idée, et ça c'est dans la stratégie de l'État, c'est de dire en gros, d'ici 2030, il faudrait supprimer toutes les chaudières au fioul et réduire de 20% le nombre de chaudières à gaz. Donc voilà, ça donne une trajectoire et sur laquelle évidemment il faut que les bailleurs sociaux puissent
s'accrocher. Et donc, c'est ce qu'on va essayer d'ailleurs de faire, c'est de leur donner aussi la possibilité de jouer sur les deux tableaux, à la fois la rénovation et sur le changement de système de chauffage ou le raccordement au réseau de chaleur. Oui, c'est ça, on le rappelle, bien sûr, les bailleurs sociaux qui nous regardent, vous allez évidemment les accompagner. Costa, au-delà de l'étude qui a été cofinancée, il semblerait que la Banque des Territoires envisage aussi de financer les raccordements au réseau de chaleur. Est-ce que vous confirmez ? Oui, alors c'est déjà le cas aujourd'hui dans le cadre des éco-prêts. Quand la rénovation globale intègre un changement de vecteur ou un raccordement, on les finance d'ores et déjà. Mais ma conviction, c'est que de plus en plus, les bailleurs vont être amenés à investir sur l'objet changement de vecteur ou raccordement de manière autonome de ce qu'ils font sur le bâtiment, notamment parce que comme le parc social est plutôt en avance sur le volet thermique, il y a des bâtiments qui ont déjà été traités, mais pour lesquels c'est uniquement le volet carbone, donc le volet vecteur, qui va devoir évoluer. Et donc c'est pour ça que nous travaillons actuellement avec notre partenaire, l'ADEME, avec qui nous allons signer une convention de partenariat pour mettre en place un financement bonifié qui permettrait aux bailleurs d'avoir un taux attractif pour investir sur ce changement de vecteur et ce raccordement, avec une analyse que nous faisons, c'est que sur l'ensemble du parc bâtimentaire national, finalement, le parc social, par le savoir-faire et le professionnalisme des bailleurs, pourrait être le fer de lance de la décarbonation. Et c'est vrai que, comme le rappelait Gilles, cette décarbonation devient aujourd'hui un élément central dans les stratégies de tous les grands secteurs économiques. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons également convié des partenaires stratégiques comme GRDF et Enedis à intervenir en vidéo dans l'émission pour partager avec nous leur vision de cette question. Eh bien, allez, on les écoute. GRDF est un partenaire historique du secteur de l'habitat social. On travaille tous les jours, évidemment, sur nos missions de quotidien, autour de la sécurité gaz, la continuité d'alimentation. Grâce à notre ancrage local, l'ensemble des équipes de GRDF ont des proximités avec les bailleurs sociaux. Et puis, on travaille à préparer l'avenir. Parce que nous partageons trois grands enjeux. Celui de la maîtrise de l'énergie, celui du confort thermique des locataires, et puis, bien sûr, celui de la décarbonation. Alors, les actions de GRDF, elles s'appuient en fait sur deux piliers, efficacité énergétique et décarbonation. Sur l'efficacité énergétique, ce qui est lancé aujourd'hui, c'est Prioréno logement social. Ça veut dire qu'on va maintenant s'appuyer encore plus sur les données de consommation et les valoriser pour permettre aux bailleurs sociaux de prioriser les bâtiments qui vont être à rénover en priorité. Et concernant la décarbonation, on travaille à promouvoir les systèmes d'hybridation qui visent à avoir de la complémentarité des énergies et puis bien sûr à valoriser les gaz verts. On mobilise nos expertises pour accompagner les bailleurs de manière à ce qu'ils puissent préparer leur trajectoire de décarbonation. Notre façon de faire, c'est de créer, de lancer des appels à projets à manifestation d'intérêt, d'avoir de l'innovation, d'avoir des premières expérimentations, d'en faire le REX et ensuite de partager avec l'ensemble du secteur et de la filière, de manière à ce que chacun puisse s'inscrire dans cette trajectoire de décarbonation et que nous puissions y apporter les ressources en expertise quand elles sont nécessaires. Nous accompagnons l'ensemble des acteurs du logement social dans leur démarche d'électrification, d'utilisation plus importante de l'électricité dans leurs usages, permettre que les locataires puissent être informés de leur consommation réelle d'énergie, en particulier d'électricité. Donc ça se fait notamment via le compteur et grâce au compteur communicant Linky. Ça, nous le faisons dans le service public, c'est-à-dire gratuitement. C'est très concrètement un accompagnement des populations de l'habitat social qui ont besoin de pédagogie, qui ont besoin d'information et qui ont besoin d'outils pour être aussi des acteurs convaincus et efficaces des économies d'énergie. On anticipe globalement qu'en 2035, on passera de 1,2 à 17 millions de véhicules électriques. Donc c'est une évolution absolument majeure. Or, cette recharge de véhicules électriques, elle se fait très très majoritairement, 80-90%, à domicile. Nous allons équiper ou permettre d'équiper massivement les parkings des copropriétés, qu'elles soient privées ou publiques sociales, de raccordement qui vont permettre à ces futurs utilisateurs d'avoir des solutions de recharge. Il y a également
toute la dynamique de l'autoconsommation. C'est d'ailleurs le logement social, on le sait pas forcément, qui a été précurseur dans ces opérations d'autoconsommation collective. Et c'est en train de se développer. Enedis est vraiment un acteur majeur qui sera toujours aux côtés de la Banque des Territoires pour trouver des solutions innovantes. Voilà, c'est dit, les partenariats sont présents et seront encore présents. On va se pencher à présent sur un sujet qui apparaît comme une réponse aux enjeux de décarbonation. Il s'agit de la seconde vie. Bérénice Bokula, la seconde vie fait partie donc des réhabilitations, mais quelles réhabilitations? Elles sont nombreuses. Alors oui, le spectre des réhabilitations est très large. Ça va du renouvellement des composants à des réhabilitations lourdes. Et la seconde vie fait partie de cette catégorie-là. Donc ce sont des réhabilitations vraiment très lourdes qui visent à redonner 40 ans de durée de vie au bâtiment et à donner des propriétés qui sont quasiment celles du neuf. Donc on parle à la fois en termes d'étiquette, on va être sur du A ou B, sur des logements A ou B post-travaux, et aussi ce qui est très important sur la qualité d'usage qui est grandement améliorée dans ces réhabilitations. Alors ça veut dire que finalement ça revient à reconstruire un bâtiment presque neuf? Alors oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une réelle alternative à la démolition-reconstruction, en sachant que la démolition-reconstruction est beaucoup moins vertueuse en termes d'émissions de gaz à effet de serre que la seconde vie. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est beaucoup plus aujourd'hui avantageux de démolir et reconstruire économiquement, financièrement, plutôt que de faire de la seconde vie. Mais alors comment peut-on rendre finalement ces opérations viables de seconde vie? Alors économiquement, en fait, il y a deux composantes qui sont très importantes pour rendre ces opérations viables. Il y a d'une part des exonérations fiscales, enfin des avantages fiscaux, donc à la fois de l'exonération de taxes foncières et de la TVA réduite. Et la deuxième composante essentielle, et donc là on est à la Banque des Territoires, donc c'est important aussi de le souligner, ce sont des prêts à long terme, donc jusqu'à 40 ans, et là c'est en cohérence avec la durée de vie des bâtiments qui est prolongée, comme on l'a vu. Mais alors où en est cette expérimentation finalement là? Alors on a lancé une expérimentation au printemps qui donnait droit justement à ces deux composantes des financements. Pour l'instant on en est encore à la sélection des candidatures, donc il y en a certains lauréats ont déjà été notifiés mais pas tous, donc ça sera le cas très prochainement. Et donc on espère financer 900 logements ainsi avec ce double financement à la fois de subventions du Fonds national des aides à la pierre et des prêts à long terme. Alors ça, c'est pour la première étape. Est-ce qu'il y aura une deuxième étape? Est-ce que ce sera reconduit? Oui, alors il y aura une reconduction en 2024. Encore une fois, comme c'était le cas pour l'expérimentation sur les passoires thermiques. Donc ça veut dire qu'avant travaux, il faut que ça soit des logements qui sont classés en F ou G. Et donc nous, on plaide pour le futur à un élargissement des logements qui seraient éligibles en fait, à cette expérimentation, parce que l'expérimentation a justement fait remonter des besoins beaucoup plus larges que simplement sur des passoires thermiques, puisqu'on peut avoir des bâtiments ou des logements qui sont classés en E, voire D, où il y a des énormes besoins de réhabilitation. Une réhabilitation simple, même une réhabilitation assez lourde, ne permet pas d'améliorer assez la qualité d'usage. Donc j'espère qu'on en reparle l'année prochaine. C'est ça, le rendez-vous est pris en tout cas. Vivement l'avenir. En attendant, on va le voir, les expérimentations existent déjà, vous l'avez évoqué Bérénice, on va le découvrir en effet en images. Avant ça, merci, on va vous remercier pour vos interventions très concises et très concrètes. Merci à vous deux pour votre participation à l'émission. Et nous, on va prendre la direction du nord de la France, en effet, à 45 minutes de Maubeuge, dans le département du Nord, ici à Landrecies. C'est une caserne qui bénéficie d'une seconde vie. Regardez. La mission de la Banque des Territoires est de financer les projets de long terme, voire de très long terme. L'amélioration énergétique des bâtiments constitue l'un des axes prioritaires de nos interventions. Le dispositif seconde vie des bâtiments, c'est réhabiliter au lieu de démolir et reconstruire, ce qui évite l'étalement urbain, ce qui diminue l'émission des gaz à effet de serre, ce qui permet d'étoffer la vitalité des centres-villes. Ici, nous disposons d'un bâtiment, la caserne Biron, qui nécessite des travaux lourds, des restructurations pour un coût élevé. Seule la Banque des Territoires pouvait répondre à ce type de besoin de financement. Nous sommes à Landrecies, une ville de 3500 habitants dans le département du Nord, en plein cœur du parc naturel de la Vénois. Nous sommes devant la caserne Biron qui fait l'objet de la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du projet de seconde vie des bâtiments. Un immeuble qui a été construit en 1740
et qui a été transformé en logement social dans les années 70. Les dernières rénovations lourdes datent des années 2000. Dans ce projet, on va passer de 30 logements à 24, sur lesquels on va changer de vecteur énergétique. On va passer avec des pompes à chaleur. Sur la réhabilitation, on va employer des matériaux biosourcés, notamment sur l'isolation, et emmener ce bâtiment qui est aujourd'hui une passoire thermique classée F en classée A, dans le cadre de la nouvelle réglementation environnementale 2020. Alors bien sûr, on va prendre quelques libertés avec les origines du bâtiment. On va y venir rajouter des balcons, notamment pour améliorer le confort de vie des habitants et avoir un extérieur à son logement. Le trait a été également forcé sur la qualité des aménagements extérieurs afin de créer un cadre de vie très très agréable. Une attention particulière a été portée également au niveau des charges pour les locataires. Et l'eau chaude sanitaire et l'électricité des parties communes seront alimentées sur l'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques posés sur la toiture. Ce projet va aller au-delà de la réglementation puisque 4 logements sont prévus en termes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il y a cet aspect technique, mais il y a également l'aspect ingénierie financière et financement de l'opération. Dans la batterie actuelle des produits financiers qui nous sont proposés, les produits n'existent pas pour mener à bien ce type de projet. C'est le dialogue continu et constructif avec la Banque des Territoires qui va nous permettre de trouver ces solutions sur le temps long. En pratique, ce projet est rendu possible par la mise en œuvre du produit proposé par la Banque des Territoires. Ce produit de seconde vie du bâtiment combine à la fois une aide du FNAP et un financement long. C'est un financement très très conséquent, équivalent d'une construction neuve. Dans notre plan stratégique de patrimoine, il y a d'autres immeubles qui se trouvent dans la même situation et qui n'ont pas de solution et qui pourraient effectivement s'inscrire dans ce genre de nouveaux dispositifs. Et nous voici dans la 4e et dernière partie de cette émission Osons les sujets. Et cette fois, on va se pencher sur la politique de la ville. Alors, vous le savez, le gouvernement attend une mobilisation forte pour amplifier toujours plus les actions. Bien sûr, la Banque des Territoires sera à nouveau à ses côtés. On va l'entendre avec notre nouvelle invitée, Marina Alcade. Bonjour, vous nous avez rejoint. Vous êtes la directrice de la politique de la ville. Et avec vous, dans quelques instants, on va découvrir comment l'engagement quartier 2030 intègre donc dans ce que la Banque des Territoires fait déjà. Avant ça, Costa, on va revenir un instant sur l'actualité. L'image des quartiers a été une nouvelle fois endommagée ces derniers mois. Est-ce que cela, finalement, a un impact sur vos actions ? Oui, alors il est d'abord utile de rappeler que la Caisse des dépôts est un acteur historique de la politique de la ville. Nous sommes à la fois partenaires de l'État et de ses opérateurs, l'ANRU et l'ANA, dans le cadre de conventions dédiées par lesquelles on apporte des crédits d'ingénierie et également des investissements en fonds propres. On est partenaire local sur les territoires des contrats de ville, avec évidemment les collectivités locales, mais également au premier chef les bailleurs sociaux. On est un des premiers financeurs des projets dans les quartiers. C'est massif. Au cours des 20 dernières années, ce sont 25 milliards de financements qu'on a apportés, particulièrement pour favoriser l'investissement des bailleurs sociaux dans les quartiers. Je veux insister sur ce point, les bailleurs sociaux ont un rôle clé, sont les acteurs qui réalisent le plus d'investissements dans les quartiers populaires aujourd'hui. Et on est également un acteur du développement économique des quartiers, notamment en soutenant le programme Entrepreneuriat pour tous, aux côtés de l'État, qui est porté par BPI France. Mais pour répondre à votre question, oui, effectivement, la situation exige de nous que nous en fassions plus. Et c'est pour ça que nous réagissons avec beaucoup de volontarisme et beaucoup d'enthousiasme au lancement du programme Quartier 2030 qui a été annoncé par le président de la République et qui va se matérialiser par une mobilisation accrue des acteurs publics et privés. La secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache a dans une circulaire récente appelé à une plus grande mobilisation de tous les acteurs et on sera un des fers de lance de cette mobilisation. Alors ça, c'est, on va dire, la théorie. Mais honnêtement, après les émeutes, vous pensez vraiment que les acteurs privés vont vouloir y retourner ? Alors, c'est un vrai risque. Bien évidemment, les acteurs privés, les investisseurs privés risquent de se désengager quand on investit et qu'on est en insécurité sur les actifs dans lesquels on investit. C'est un vrai problème. Mais nous, ça nous oblige encore plus à la Banque des Territoires à avoir un rôle de sécurisation, d'entraînement, de facilitation pour mobiliser les investisseurs publics et privés. Alors, comment allons-nous faire ? Premièrement, nous continuons à accompagner les élus locaux en leur mettant à disposition toute la batterie de nos financements. Donc, autrement dit, contrairement à ce que des banques commerciales pourraient faire, nous sommes
présents et nos financements sont disponibles pour reconstruire et pour bâtir l'avenir de ces quartiers. Nous avons également travaillé, et la Commission européenne nous a fait confiance, à implémenter en France un dispositif de garantie, de de-risking, comme on dit dans le jargon, qui s'appelle InvestEU et qui va permettre à tous les investisseurs privés qui investissent dans les quartiers de bénéficier d'un dispositif de garantie de l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment une valeur extrêmement forte. On a beaucoup travaillé à cette question avec le gouvernement au cours des dernières semaines et le fait de pouvoir mobiliser plus l'investissement privé va être essentiel. Et pour finir, nous le faisons aussi à travers des sociétés de projets où on investit aux côtés d'acteurs privés, notamment dans le cadre des entreprises publiques locales qui sont un des outils importants de la politique de la ville. Alors ça, c'est bien sûr, hein, on l'a compris, pour les acteurs privés et les élus peut-être qui nous regardent aussi en direct. Mais si on parle des habitants, qu'est-ce qui est fait pour eux ? Alors, pour les habitants, je citais tout à l'heure le programme Entrepreneuriat pour tous, porté par BPI France. C'est un programme très important pour susciter des vocations entrepreneuriales dans les quartiers, auprès des jeunes, auprès des femmes, auprès de toute personne qui souhaite développer un projet d'entreprise et qui nécessite un accompagnement. Et comme nous sommes aussi très cohérents, et vous l'avez vu, nous avons passé beaucoup de temps sur les sujets de data science, eh bien, nous soutenons également le développement de l'intelligence artificielle et de la data science au sein des quartiers, particulièrement car nous sommes convaincus qu'il y a un débouché professionnel extrêmement important pour les jeunes de quartier qui sont déjà très connectés et qui sont attirés par ces métiers. Et puis ce sont des métiers où finalement les barrières liées aux codes sociaux sont moindres que dans d'autres domaines. C'est pour ça que nous soutenons le programme Qu'est-ce qu'il y a, lancé par la société Evolukid et qui démontre qu'il y a un appétit et que probablement les prochaines success stories des jeunes de quartier seront des success stories de data scientists. C'est ça, et ça commencera effectivement dans ces quartiers. Alors, en revanche, on parle d'économie là à l'instant, et pourtant l'année dernière sur ce même plateau, vous évoquiez l'importance du verdissement. Vous en faisiez même une priorité, hein, rappelez-vous. Marina Alcade, un an plus tard, où on en est en fait alors ? On en est, c'est toujours une priorité. Okay. Et nous avançons. Voilà, donc pour vous en donner 2 illustrations, nous sommes partenaires, main dans la main, avec l'ANRU sur la démarche quartier résilient, qui consiste à monter en qualité sur les projets de renouvellement urbain, les projets du NPNRU, s'assurer qu'ils permettront de faire face aux vulnérabilités des quartiers et des habitants, vulnérabilité économique, écologique évidemment et environnementale. Et donc c'est une démarche qui est en 2 temps. Tous les projets, les étudier et les revoir, et c'est un accompagnement. Et après, sur 50 territoires, accompagner des objets concrets, raccordement, réseau de chaleur, enfin voilà, pour, voilà. Bon, nous, cette démarche-là, on a souhaité être partenaire avec volontarisme. On a consacré une enveloppe de 10 millions parce qu'on considère que ça va nous permettre, ce travail sur les quartiers qui sont NPNRU, va nous permettre aussi de travailler sur tout les quartiers populaires, hein, voilà, de déjà partager une prise de conscience de ces enjeux, des méthodes et puis des outils, les tester et après pouvoir les généraliser. Donc ça, c'est important. Et puis après aussi, nous sommes très cohérents. On en a parlé tout à l'heure, les campagnes de TP, les titres participatifs. Dans la thèse de cette campagne de titres participatifs, la 3e campagne, il y a l'accompagnement des démarches de verdissement entreprises par les bailleurs sociaux qui ont beaucoup de parcs dans les quartiers. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce sont des démarches coûteuses et qu'il faut arriver à financer ça. Du coup, on a reçu déjà pas mal de dossiers très intéressants qui montrent que c'est important pour les bailleurs. Des initiatives de végétalisation, bien sûr, des pieds d'immeubles, démolition d'un parking avec réemploi des matériaux, mais aussi installation de bornes de recharge électrique, comme dont nous parlait la présidente du directeur d'Enedis tout à l'heure. Alors, finalement, vous nous parlez du verdissement, tout à l'heure on parlait de l'économie. Quel est le lien finalement alors ? Le lien, c'est qu'en fait, il y a tellement de problèmes dans les quartiers qu'il faut vraiment agir sur tous les niveaux, quoi. Ouais. Le cadre de vie, le développement économique, la formation des habitants, l'accès aux droits, la mobilité. Pour le redire autrement, il n'y a pas de travail si on ne peut pas y aller. Il n'y a pas de sortie de la précarité si on n'a pas de travail. Il n'y a pas d'attractivité dans les quartiers si on n'investit pas. Voilà, tout se tient. Donc, du coup, reprenons encore l'exemple de la mobilité.
Les quartiers sont souvent plus enclavés. Là, les habitants sont moins motorisés. Donc, beaucoup a été fait ces dernières années pour améliorer ces infrastructures de transport public, avec des bus, des tramways. Nous en avons financé certains, évidemment. Il faut continuer. Et là, nous travaillons aussi sur des solutions un peu plus souples et alternatives, par exemple de l'autopartage, du covoiturage. Et puis, les entrepreneurs aussi, on en parlait. Il faut qu'ils puissent continuer à circuler, avoir accès en fait à des voitures décarbonées, donc ces infrastructures de recharge dans les parkings. Donc voilà, on boucle toutes les boucles. Et je pense que surtout, on montre bien que c'est à la croisée des priorités de la Banque des Territoires, de son nouveau plan stratégique, la transformation écologique et la cohésion sociale au service de la qualité de vie des habitants. C'est ça, l'un ne va pas sans l'autre, finalement. Exactement. Merci pour vos réponses concrètes. Vous allez rester encore un petit peu avec nous et vous allez surtout, Costa, continuer à répondre aux questions puisque, je vous le rappelle, c'est votre émission. Par conséquent, eh bien, on va découvrir quelques questions. Vous avez été nombreux à envoyer des questions lors de votre inscription à l'émission. Alors, on va peut-être commencer par la première. Alors, quelle est-elle? Pourrait-il être envisagé un financement corporate dédié à la décarbonation à taux zéro amorti sur un siècle? Rien que ça. Costa, qu'est-ce qu'on répond à cette question? C'est l'émission des avant-premières. Est-ce qu'on a quelque chose à annoncer aujourd'hui? Eh bien non. Non, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la question de la décarbonation est une question centrale pour nous et on l'adresse de manière pragmatique comme on adresse tous les sujets. C'est ce qui nous a amené à travailler sur notre prêt dédié au changement de vecteur énergétique et au raccordement au réseau de chaleur. Je comprends le sens de la question, mais c'est aussi l'occasion de partager et de rappeler quelques fondamentaux du modèle, qui sont d'ailleurs pas propres au modèle du fonds d'épargne, qui sont en réalité plutôt propres au modèle du SIEG, du logement social. Ce SIEG est fondé vraiment sur une approche d'opération, de projet. Ce qui crée sa spécificité, c'est que ce sont des projets d'intérêt général qui sont portés par ces acteurs. Et donc, naturellement, les financements suivent cette logique de projet qui bénéficient d'une dérogation, notamment sur tout ce qui touche aux aides d'État. Et donc, nous finançons des projets et de ce fait-là, nous pouvons financer des projets de décarbonation. Nous pouvons envisager de le faire sur des maturités très longues. Je rappelle qu'aujourd'hui, sur la construction dans les territoires tendus, on peut amortir des financements jusqu'à 80 ans. C'est tout à fait unique en Europe. On n'est pas loin du siècle, mais ça a un sens car on est sur le foncier, ce qui est quelque chose de complètement amortissable sur ces maturités longues et c'est tout à fait cohérent. Et donc, tout cela pour dire que oui, il faut travailler sur les vecteurs énergétiques, mais il faut le faire en respectant les grands fondamentaux du modèle et donc on le fait en finançant des projets. Allez, on va peut-être découvrir une deuxième question. Alors, est-il envisagé une prolongation du bouclier financier en 2024 ? On en a parlé il y a quelques instants dans l'émission. Est-il prévu donc en 2024 l'émission de nouveaux titres participatifs, nos partenaires soulignant les besoins de fonds propres ou quasi-fonds propres pour poursuivre leur développement? Costa, qu'est-ce que vous répondez? Alors, nous avons mis en place le bouclier financier en début d'année. On avait vraiment eu un diagnostic très précis dès la fin de l'année 2022. Ce bouclier financier permet d'avoir un rabais de 100 points de base sur la première annuité des prêts à la construction, ce qui donne aujourd'hui au secteur vraiment des conditions de financement très favorables. On a besoin d'aller au bout de cette expérience, de voir comment ce bouclier financier a des impacts favorables sur la production de logements avant de prendre des décisions potentielles sur sa pérennisation, en tout cas sa prolongation une année supplémentaire. La question se pose, pour être honnête, un peu moins grâce à l'excellente décision liée au taux du livret A. Et donc, pour l'instant, après un premier semestre en retrait, on voit plutôt une dynamique de production de prêts en croissance depuis cet été. Et donc, voilà, je n'exclus pas le fait qu'on puisse continuer à faire un effort, mais est-ce que vraiment c'est sur ce volet-là, en répliquant le bouclier financier? Je n'en suis pas certain à l'heure où on se parle. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a pour les questions. Merci Costa. Oui, il y avait la question sur les titres participatifs. Excusez-moi Edwige, juste pour dire, je l'ai laissé entendre un peu plus tôt. Donc effectivement, nous travaillons à compléter l'enveloppe que nous sommes en train de distribuer, car on sent qu'il y a un appétit et un besoin sur le haut de bilan. Et il nous semble, et notre directeur général nous en a donné l'orientation, utile de pouvoir avancer en ce sens. Donc on est en train d'y travailler.
Merci beaucoup, Costa, pour vos réponses. Merci à vous pour vos questions en direct ou en tout cas en amont de cette émission. Alors nous voici à la fin de cette émission, de cette 5e édition d'Osons les sujets. Vous l'avez entendu, beaucoup de choses ont été partagées, dévoilées et même annoncées. Costa, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Les solutions existent. Ouais. Elles impliquent un travail partenarial accru pour être efficace. Et je veux en conclusion vraiment saluer la qualité, la force du partenariat qui nous lie avec le monde HLM, qu'il s'incarne au niveau national ou qu'il s'incarne dans les territoires, en région, localement. C'est l'occasion pour moi de saluer les collègues qui nous regardent en région, qui font un travail au quotidien de proximité et d'accompagnement de nos clients et je tenais vraiment à leur rendre hommage. Dans le monde actuel, qui est un monde complexe, la simplicité des rapports de travail entre nos partenaires et nos équipes est clairement un facteur de différence. Et ça, c'était effectivement important et on l'a vu tout au long de l'émission. Merci beaucoup, Costa, d'avoir été avec nous durant ces 60 minutes. Merci également à tous ces invités qui se sont succédés sur ce plateau. Merci aussi à vous d'être toujours plus présents derrière les écrans. Vous l'avez compris, à l'image finalement de cette émission, eh bien, la Banque des Territoires se mobilise, agit et elle ose. Très belle journée à vous.